Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique. Notre invité aujourd'hui, c'est Renaud Muselier. Bonsoir. Bonsoir. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à mes côtés pour ce rendez-vous événement. Aurélien Virs, bonsoir, directeur de la rédaction de la Provence. Merci d'être à mes côtés pour animer cette émission au sommaire de Marseille Politique. Nous parlerons des questions d'actualité liées à notre territoire, de la politique, avec les prochaines échéances à venir, toujours sur notre territoire. Et puis enfin, les transports avec différents thèmes, notamment liés aux Jeux Olympiques. Marseille Politique, c'est parti. Renaud Muselier, la première question d'actualité concerne la mise en place de cette HSA, cette halte soins addiction à Marseille, boulevard de la Libération précisément. C'est un lieu pour encadrer la consommation de drogue. Ça fait beaucoup polémique. C'est un projet qui est porté par la mairie de Marseille et les riverains sont très en colère. Ils sont très inquiets, notamment aux questions qui concernent la sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un acronyme pour dire que c'est une salle de shoot, tout simplement. Salle de shoot nécessaire dans la ville, mais qui doit être encadrée auprès d'un service hospitalier ou à proximité des hôpitaux. En aucun cas dans un quartier paisible, tranquille, à proximité d'écoles où il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment aller mettre une difficulté complémentaire très très difficile à traiter et à gérer. Je suis médecin, je connais parfaitement le problème. Il faut des salles de shoot, c'est à mon avis indispensable, mais sûrement et surtout pas là. Donc vous êtes pour, mais pas le lieu. Le lieu, c'est le plus mal choisi, c'est-à-dire que c'est le quartier le plus tranquille, c'est un secteur dans lequel j'ai été élu longtemps. Le 4-5 Oui, c'est un quartier super sympa, ils sont très tranquilles, il n'y a pas de problème, c'est pas la peine on a assez de difficultés ailleurs pour aller... Mais sur le principe... Sur le principe, je suis d'accord, j'avais défendu cette thèse aussi quand j'étais à la mairie avec Jean-Claude Gaudin, avec le docteur Padovani, mais le procédé, l'organisation doit se faire près d'un hôpital, à côté d'un hôpital, avec une surveillance médicale beaucoup plus fine que comme ça en ville, au hasard, où il y aura mécaniquement tout ce qui est promis aujourd'hui, j'ai suivi ça de près, ne pourra pas être tenu. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Pas le mettre là, ça c'est sûr, et le mettre ailleurs, près d'un hôpital. Quelques mois après les émeutes, Aurore Berger souhaite sanctionner les parents défaillants, notamment avec des heures d'intérêt généraux. Vous en pensez quoi ? Je pense que le gouvernement a pris toute une série de batteries par rapport à ce qui se passe dans nos écoles, par rapport à l'autorité, et surtout au respect de l'autorité, que ça soit par l'intermédiaire du ministre Attal en ce qui concerne l'éducation nationale. On voit la position qu'ils ont prise sur l'uniforme. On voit parallèlement à ça aujourd'hui qu'il y a incontestablement des parents qui sont défaillants. Dans ces parents qui sont défaillants, il y a surtout un autre problème à traiter. Donc je suis favorable à tout ça, bien sûr, mais il y a un autre problème à traiter qui est en fait encore plus lourd et qui est plus difficile globalement. Ce sont les femmes célibataires avec des revenus modestes, avec des pères qui sont complètement absents. Donc on se retrouve là avec la nécessité d'avoir une vision politique d'aide des femmes célibataires qui ont énormément de difficultés de faire leur travail et d'encadrer leurs minots qui sont lâchés dans la nature. Ce que vous dites, c'est attention aux personnes qui sont en situation de précarité ? Ce que je dis, c'est qu'il y a des mamans qui travaillent et qui ont beaucoup de mal à gérer leurs enfants avec l'absence du papa, qui soit est défaillant parce qu'il est violent, soit qui est défaillant parce qu'il est parti et qu'il ne veut rien payer. Et la maman continue à travailler, à essayer de les élever. Et c'est ces personnes-là qui sont les plus en difficulté. Concernant la loi immigration, le gouvernement s'est pris un camouflet à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin personnellement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous avez appelé les LR, vos anciens camarades, à réagir, à voter ce projet de loi. Vous n'avez pas été suivi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre la représentation nationale de faire passer ce projet de loi ? Vous savez, longtemps que je suis éloigné des LR qui n'ont pas de colonne vertébrale en réalité politique. Donc vous avez au moins une organisation auprès du Sénat qui fonctionne, avec qui vous pouvez passer des accords politiques dans le cadre de négociations. C'est ce qui s'est passé dans la première partie du passage de la loi dans le cadre de nos institutions au Sénat. Le passage à l'Assemblée fait en sorte que, comme pour les retraites, les LR ont été défaillants et on ne peut pas travailler ensemble. Donc là, ce qui est assez invraisemblable dans cette histoire, et quand je les ai appelés à retrouver un peu de bon sens et de cohérence politique, c'était avant le vote, eux qui auraient rêvé, car moi j'y étais d'ailleurs, de voter ce qui était proposé, aujourd'hui ils ont refusé le débat, ce qui est quand même un truc absolument incroyable.
dans notre mécanique aujourd'hui. Très bien. Est-ce que vous comprenez les réserves de, par exemple, Mohamed Lakila, député de notre territoire, qui dit qu'il faut carrément retirer le texte? Je l'ai entendu, Mohamed, hier. Il en a parlé d'ailleurs sur votre antenne avec beaucoup d'émotion. Il a un autre problème personnel, lui, par rapport à ça. Donc on voit bien que son histoire personnelle fait en sorte qu'il a beaucoup de réserves par rapport à sa propre famille politique, qui a voté dans sa globalité, c'est le MoDem, qui a voté dans sa globalité. La totalité des parlementaires du MoDem ont voté, sauf lui, qui se retrouve dans une situation... Et donc ça nécessite une discussion plus importante avec lui. Mais on voit la difficulté pour un homme intégré, travailleur, français, mais avec une origine qui est différente des autres membres de son groupe, qui se retrouve avec cette réserve. Parallèlement à ça, les LR, eux, pour leur part, ils sont incohérents. L'image que donne l'Assemblée nationale, une nouvelle fois dans l'opinion publique, est terrible. La totalité, globalement, 80% des Français veulent une application d'une loi et un durcissement de la totalité des mesures. Et ils ont refusé le débat en associant des gens qui se détestent, qui se haïssent, quoi. Donc on parle de refuser le débat, mais après un 21e 49.3 possible, c'est pas la majorité qui empêche le débat. C'est pas la majorité qui empêche le débat quand elle engage une voix à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale, par l'intermédiaire de gens qui se détestent, font une majorité de circonstances pour refuser le débat, pour ne pas apporter une réponse à ce problème. Ils n'ont pas fait leur travail de parlementaire. C'était débattu en commission des lois avant, quand même, quoi. Enfin, vous avez une façon d'interpréter les choses qui ne correspond pas vraiment au fonctionnement de nos institutions. Et là-dedans, ils ont la possibilité d'avoir le rejet, ils ont rejeté. La réalité, c'est qu'ils ont discuté en amont et ils ont refusé de débattre après. C'est quand même un mode de fonctionnement parlementaire. C'est un mode de fonctionnement parlementaire. J'étais 20 ans parlementaire. Sur ce plateau, ça ne se fonctionne pas. Parallèlement derrière, et c'est pour aller à la fin de la question qui a été posée. Il va y avoir une commission mixte paritaire lundi. Vous allez avoir de nouveau un débat là, sur la base de la loi du Sénat qui a été votée, et pas du tout sur ce qui a été travaillé dans la commission des lois, ce qui va rendre particulièrement difficile pour tous ceux qui se sont alliés entre eux de retrouver une solution sur une loi initiale qui est quand même assez dur. Si on revient sur le prisme local, sur ce plateau, est-ce que vous souhaiteriez dire quelque chose à Éric Ciotti qui incarne en quelque sorte cet échec? Tu es incohérent vis-à-vis de tes électeurs. Tu es en train de soutenir ceux que tu combats dans les Alpes-Maritimes et qui sont quelque part les passeurs de migrants et que tu détestes, et tu votes avec eux. Tu veux essayer d'affirmer les LR comme d'un parti de gouvernement, et les LR de l'Assemblée nationale se comportent comme un parti du désordre. Et donc, ils sont perdants sur toute la ligne. Concernant les uniformes à l'école, un grand sujet du moment, j'imagine que vous êtes pour. Dans les lycées, c'est quelque chose que vous pourriez aussi proposer? Oui, moi, j'ai une petite réserve sur le uniforme. Parce que dans mon esprit, uniforme, moi j'étais pensionnaire, j'étais en pension quand j'étais plus jeune. Vous avez porté l'uniforme? Non, jamais. Mais par contre, j'ai jamais vraiment souhaité le porter, un peu, parce que dans mon esprit, l'uniforme, ça fait soit militaire, soit école britannique, vous savez, donc avec des uniformes qui ne correspondent pas très bien à ma culture. Pas pour le militaire, parce que ça j'ai fait une partie de mon service, mais pas pour le... Et donc je suis pour une tenue correcte, mais on peut appeler ça un uniforme, c'est-à-dire des jeans, des t-shirts, et là-dedans, nous avons évalué ça avec le gouvernement. Nous sommes volontaires pour avoir 2 lycées déjà comme ils l'ont souhaité, mais en tout cas un par département. Je vais le faire voter au conseil d'administration des lycées concernés de façon à ce qu'ils puissent donner leur avis. Vous pouvez nous donner les noms des lycées? Non, j'attends le vote. J'attends le vote, je vous le donnerai une fois que les votes seront faits. En tout cas, nous, regardez, on peut regarder Aix-en-Provence. On a déjà 3 établissements qui se sont portés volontaires, qui ont été retenus. Peut-être, voilà, on peut regarder les noms qui s'affichent à l'écran. Et on a eu le détail hier du ministre de l'Éducation nationale du fameux kit qui va être envoyé. Donc il y a, si mes souvenirs sont bons, 5 polos, 2 pantalons. Est-ce que vous avez vu le détail du kit? Il vous semble suffisant? Là, c'est des écoles maternelles. Hein. Oui, moi, alors voilà, bien sûr. Voilà, mais c'était pour... Voilà, parce que donc oui, c'est bien, c'est une bonne évolution. Le collège et les lycées. Voilà, vous êtes là pour les lycées, puisqu'ils dépendent de l'institution régionale que j'ai l'honneur de piloter. C'est grosso modo à peu près 200 € le kit. Tout à fait. Et la moitié 2 pantalons, c'est suffisant? Ça se lave quand même. Enfin, oui, mais enfin, il faut avoir un sèche-linge. Bon, enfin, on ne s'habille pas tous les jours quand même, non, quand même, le pantalon. Enfin, je sais pas, surtout c'est un jean. Vous n'avez pas votre jean tous les jours. Des jeans, mais uniformisés, quoi. Pas un uniforme et des jeans. J'ai 2 enfants, je me pose des questions sur le kit. Bah, au lycée, en tout cas, c'est sûr que ça ira. Donc avec des jeans, mais uniformisés. J'en ai 4, d'accord. On va passer à la partie politique marseillaise. Ces jours-ci, on s'approche des 3 ans de Benoît Payan à la mairie de Marseille. 3 ans depuis ce fameux switch. Peut-être que vous voudriez revenir dessus.
Qu'est-ce que vous pensez globalement en termes d'école, logement, la réforme de l'administration, la police, et plus généralement, qu'est-ce que vous pensez de Benoît Payan, de son bilan après 3 ans de mandat? Benoît Payan est un militant socialiste issu de la famille de Jean-Noël Guérini. Il a grandi à ses côtés. Benoît Payan a un savoir-faire politique incontestable. Il a fait en quelque part un féminicide politique en éliminant tranquillement Madame Rubirola dans une stratégie personnelle qui a été montée de toutes pièces depuis un long moment. Pour vous, il y avait une vraie volonté depuis le début. Depuis quand vous pensez que Benoît Payan a voulu... Je ne sais pas depuis quand, je ne suis pas dans la tête de Benoît Payan, mais je sais ce qui s'est passé et avec qui ça s'est passé et comment ça s'est passé. Racontez-nous, ça s'était programmé pour depuis combien de temps? Vous l'avez dit dans votre journal, vous avez dit ce que vous avez à dire, je vous ai fait part de mes commentaires. Apparemment, vous avez une autre... Je vous ai fait part de... Non, je pense que vous avez trafiqué la vérité, mais bon... dites-nous, monsieur, trafiqué la vérité. Vous m'avez pas interrogé. C'est une grosse accusation. Non, mais c'est une grosse accusation, je vous l'ai dit. Alors dites-nous votre vérité. Depuis combien de temps c'était programmé? Je vous le dirai dans votre presse. Les journalistes sont ouvertes. Dites-nous votre vérité, monsieur. Vous avez trafiqué la vérité. Dites-le nous alors, dites-nous votre vérité. Cette vérité, je la redonnerai dans votre journal si vous m'ouvrez les pièces de votre... Donc là, on est sur BFM, vous pouvez nous la donner. Non, sur BFM, c'est un autre laps de temps et ce n'est pas la même question. Donc avec plaisir, on vous réinterrogera. C'est bien la première fois. Sur le terme féminicide politique, vous maintenez, c'est très fort, hein? Oui, mais c'est une réalité. Vous avez une femme verte, médecin, qui a été élue par les Marseillais et qui a été éliminée par un mâle blanc à ce moment-là. Voilà, c'est tout. C'est une réalité politique qui a été organisée et structurée. Juste qu'il fallait retenir une chose du bilan de Benoît Payan en termes d'école, de logement. Qu'est-ce qui vous paraît le plus saillant selon vous? Le plus saillant, c'est qu'il y a une administration qui est globalement très défaillante, dans la mesure où vous avez 3 directeurs généraux des services qui sont passés. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une directrice par intérim. Vous avez un budget qui a été toqué en préfecture ou au conseil a été retoqué. Donc vous avez le préfet de région qui les a mis presque sous tutelle dans le cadre des permis qui ne sont pas sortis. Vous avez des demandes sur les fonds européens qui ont disparu. Vous avez en fait un dysfonctionnement très très important de la cité phocéenne. Ce que je regrette fondamentalement, puisque j'avais proposé d'ailleurs à M. Payan, lorsqu'il avait été élu, l'aide de la région dans un certain nombre de domaines, ce qu'il n'a pas voulu faire. Bon, j'en prends acte. On peut parler de cet échange de courrier qui a été musclé concernant les subventions. Vous reprochez à la mairie de ne pas aller chercher suffisamment de subventions concernant notamment les européennes. Et la métropole va bénéficier de 180 millions d'euros pour 30 projets dans le cadre de la politique régionale. Et ça a été plutôt mal perçu par la mairie. Un mot sur cet échange de courrier qu'on a pu lire. C'est globalement assez simple. Quand M. Payan a pris la suite de Mme Rubirola, j'avais proposé à Mme Rubirola, et donc j'ai proposé au maire de Marseille après, l'aide de la ville, de la région, en ce qui concerne notamment les fonds européens. Et comme il avait des problèmes importants, ce que je pouvais très bien comprendre sur le plan politique avec Mme Vassal, un contrat de centralité sur ce territoire. Il m'avait dit OK, on avait fixé ça à peu près à 40 millions d'euros. Je n'ai jamais eu de demande. Jamais en 3 ans et demi. Vous avez dit que la demande est trop tardive. C'est ce que vous avez dit à la mairie. C'est trop tard. Je ne vais pas attendre la fin du mandat pour aller aider la ville de Marseille, alors qu'on va y consacrer dans la totalité de la mandature près de 5 milliards d'euros. Donc il faut bien que je signe avec quelqu'un. Et donc j'ai signé avec Madame Vassal en ce qui concerne la métropole sur la totalité de la métropole, mais dans ce montant financier dont vous avez parlé, il y en a plus de 55 millions d'euros qui iront directement sur la ville de Marseille. Donc au lieu de signer directement avec M. Payan, puisque ça n'a pas été possible malgré mes demandes, je suis passé par Mme Vassal pour donner de l'avis, pour aider les projets marseillais. De multiples demandes claires en disant vous avez 55 millions, vous avez eu des fins de non-réponse. Vous n'avez pas eu de réponse là-dessus. Vous leur avez dit clairement j'ai 55 millions pour la ville de Marseille, il n'y a pas eu de réponse. Vous les avez relancés. J'ai topé au départ avec Benoît Payan pour lui dire puisque tu ne peux pas travailler avec Mme Vassal, on va travailler ensemble. Et je fais un contrat de centralité, comme j'ai fait avec Mme Sophie Joissin sur la ville d'Aix. Et puis, ça n'a pas été possible, j'apprends. Vous savez, c'est comme ça tout le long. Hein. Dans le cadre du plan Escale Zéro Fumée, nous mettons 30 millions d'euros quand même, plus des fonds européens. On en parlera, mais on voit bien que tous ces sujets, les liens sont parfois compliqués entre la région, la mairie. C'est peut-être l'occasion de parler des alliances politiques avec les prochaines échéances, notamment Aurélien, entre les Républicains et Renaissance. Je veux bien parler d'alliance politique, moi je parle de dossier, parce qu'aujourd'hui, les prochaines échéances, c'est loin. Hein. C'est très très loin les prochaines échéances. Vous avez lancé quand même le front anti-Payan
au printemps. Donc, c'est pas si loin que ça. Vous lancez déjà. Je ne suis pas un front anti-païen. Je pense que vous avez une code de lecture auquel je ne participe en aucun cas. Non, vous avez une code de lecture, je me permets de vous y répondre. Vous m'avez dit, j'ai réuni tous les élus de la droite locale pour dire maintenant on y va avec Martine Vassal en vue des prochaines municipales. Ouais, vous l'avez dit. C'est l'organisation structurelle et politique des gens raisonnables dans cette cité qui estiment que la ville ne fonctionne pas. C'est pas anti-païen. Pour remplacer le maire en 2026, c'était comme ça l'objectif de la réunion. C'est surtout pour essayer d'aider la ville dans les mesures où on peut l'aider. Alors, quelle est la stratégie justement pour une alliance possible avec Renaissance et les Républicains? Quelle est la stratégie? C'est exactement ce que j'ai fait au régional. Au régional, j'ai additionné 14 composantes politiques dans ma famille politique. La presse me donnait perdante avec 14 points de retard, excusez-moi, du peu la semaine qui précédait. J'ai fait 57% des voix. Ce qui veut dire que l'addition dans ma famille politique de 14 composantes politiques très différentes, allant des Verts jusqu'à la droite raisonnable, fait en sorte que je n'ai qu'un seul groupe au Conseil régional et que nous travaillons ensemble en paix, en harmonie, en sortant nos dossiers. Et sur la totalité de la région, quelle que soit la couleur politique du maire... En paix, en harmonie, c'est possible avec des personnes comme Laure Agnès Caradec. En revanche, ça paraît plus compliqué avec des personnes comme Éric Ciotti. Vrai ou pas? Mais Éric Ciotti n'est pas à la mairie de Marseille. Non, mais on parle des alliances. Alors, échéance municipale, mais pas que. Là, on parlait de Marseille. Au niveau de la région. Si on va au niveau de la région, on a un problème très clair avec un certain nombre de LR de la région, dont un certain nombre de LR des Alpes-Maritimes, qui sont beaucoup trop proches à mes yeux du Rassemblement national, et moi je combats les extrêmes. Donc à partir du moment où il y a une porosité possible entre certains LR et le Rassemblement national, je suis contre cette porosité et une clarification très claire des choses. Pas d'alliance. Juste pour résumer, donc vous voulez aider la ville de Marseille, entre guillemets, en constituant une alliance en vue de 2026 pour remplacer le maire de Marseille. Est-ce que vous irez au combat comme maire de Marseille? Mais je sais pas, chaque fois qu'on se voit, vous êtes obsédé par savoir ça. Si vous c'est vous qui lancez la campagne. C'est vous qui lancez la campagne au printemps. On n'est pas les seuls. Je pense que les personnes qui nous regardent aussi aimeraient savoir. Si vous voulez bien reconnaître que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette semaine, a été considérée comme la meilleure région française en 2023. Si vous voulez bien reconnaître que je suis dans les 50 meilleurs européens, dans les régions européennes pour les fonds européens. Si vous voulez bien reconnaître que j'ai une capacité d'action pour mobiliser les fonds européens, les fonds du contrat de plan, les fonds du contrat de plan transport, que les autres ne font pas. Très bien, ça veut dire que vous me reconnaissez un certain nombre de qualités, et donc vous me posez la question de savoir si je suis susceptible de remplacer M. Payan, qui lui a montré un certain nombre de défaillances. Je viens de gagner quelque chose d'assez exceptionnel que j'aimerais que vous souligniez quand même un peu. C'est les Jeux Olympiques. 2030. Oui, mais c'est plus important les Jeux Olympiques. C'est la troisième partie. C'est plus important les Jeux Olympiques que de savoir si je suis candidat à la ville de Marseille, parce que systématiquement, depuis près de 2 ans, systématiquement, on me pose toujours la question, est-ce que vous êtes candidat municipal? Et systématiquement, je réponds non. Et systématiquement, vous revenez dessus. Ça veut dire une chose, c'est que peut-être j'ai la crédibilité technique, politique de rassembler, de faire. Vous devriez être ravi qu'on vous le demande. Ça veut dire que vous avez la légitimité pour y aller. Vous organisez l'opposition pour ça, quoi, aussi. Mais je suis particulièrement surpris que la ville de Marseille fonctionne aussi mal. Je fais un plan pour planter 5 millions d'arbres. Je n'ai pas une demande, alors que le maire de Nice m'en demande 300 000. Je fais un plan de 10 000 km de pistes cyclables. Je n'ai pas une demande. Est-ce que c'est normal? J'organise des escales zéro fumée. Je n'ai pas une réponse en face. Nous mettons en place la cité scolaire. Je n'ai pas de réponse internationale avec 5 langues qui vont être mises en place. Il y a la mise en place au niveau culturel de la cité du cinéma. Je n'ai toujours pas de réponse de la ville de Marseille. Nous avons des fonds européens pour sauver les Posidonie dans nos calanques qui doivent être déposés par la ville de Marseille. 420 000 €. Ils n'ont même pas signé la demande. Évidemment, ça irrite un peu quand même. Il faut qu'on avance. Vous parlez des Jeux Olympiques 2030. Avant 2030, il y a 2024, les épreuves à Marseille du 28 juillet au 8 août. Les épreuves de voile, 10 épreuves de matchs de tournois olympiques de football. Est-ce que la ville de Marseille est prête en termes de transport? Elle a dit qu'elle allait muscler les transports durant cette période estivale. Est-ce que vous pensez que la ville est prête en termes de transport et d'infrastructure? Moi, je ne porte pas des questions sur les compétences des autres. Je veux dire, je ne m'occupe pas des transports de la ville de Marseille. Voilà. Ce que je sais, c'est que dans le cadre des Jeux Olympiques... Vous êtes inquiet ou pas? Dans le cadre de ces Jeux Olympiques, quand j'étais premier adjoint au maire de Marseille et que je me suis battu pour avoir la voile, je sais que l'équipe quand même qui était en face, pilotée par M. Payan, était farouchement opposée aux Jeux Olympiques. Comme à la Coupe du Monde de rugby d'ailleurs, que j'ai réussi à obtenir pour les matchs qui sont venus ici. Ces événements internationaux sont extraordinairement importants pour notre ville.
Très bien. Il y a la marina qui avait été programmée. La région avait dit qu'elle ne reviendrait pas. Je l'avais dit à Jean-Claude Gaudin quand j'étais président de région, que nous ne payerons pas la marina. Et il y avait un certain nombre de difficultés. Nous avons payé la marina. Maintenant, il faut demander aux autorités locales ayant en charge ces responsabilités, leurs capacités. C'est un événement unique et je ne ferai pas comme Madame Hidalgo de dire du mal des Jeux Olympiques quand ils vont arriver, sachant que c'est très important pour notre ville en termes de rayonnement international. Et il n'y a pas que la mairie, il y a aussi tout ce qui est de la métropole, les pistes cyclables notamment qui doivent être prêtres. Ah, vous n'avez pas de regard. Non, mais c'est pas parce que c'est pas vous n'avez pas d'avis. Moi, je donne mon avis. Moi, je peux trouver des financements. Je peux aider dans les démarches. Je ne peux pas tracer les pistes cyclables. Je ne peux pas planter les arbres. Je ne suis pas la maîtrise d'œuvre. Donc, à partir de ce moment-là, je suis obligé de regarder comme vous ce qui se passe, de regarder le calendrier qui tourne et en me disant, accélérez un peu, les gars. Et le calendrier nous amène en 2030. On est plutôt bien parti. Hein. Oui. Vous avez alors la Chambre régionale de commerce et d'industrie PACA qu'on a interrogée hier, associée à celle des Hautes-Alpes, ils nous disent qu'ils sont ravis dans la Provence ce matin. Ils ont vécu un véritable ascenseur émotionnel, nous raconte Frédéric Cavallino, le vice-président de la CCI aux Hautes-Alpes. Ils estiment 1,8 milliard d'euros les investissements à Sochi qui sont moins que... en 2030, et c'est moins qu'à Sochi. Donc d'un côté, on a quand même des entrepreneurs, des commerçants qui sont ravis d'accueillir ces JO. De l'autre, on a des associations et des riverains qui sont un petit peu moins enthousiastes et qui parlent notamment de l'écologie, de l'impact écologique. Vous leur répondez quoi, monsieur Muselier ? On met toujours en valeur ce qui est négatif. Alors moi, je voudrais raconter... Je commençais par le positif. Oui, il a fait moitié-moitié. Oui, ben, c'est pas moitié-moitié le résultat. On a fait une grosse page dessus. La réalité, c'est quoi? C'est que nous sommes positionnés, nous, les Alpes du Sud, janvier 2022, pour expliquer nous serions candidats pour les Jeux Olympiques. On se retrouve aujourd'hui, quand même, fin 2023, sélectionnés avec les Alpes du Nord pour recevoir les Jeux Olympiques pour la France. C'est quand même phénoménal. Bon. Personne ne pensait que ça allait être possible. On a réussi cette opération. Cette opération, nous l'avons fait voter au Conseil régional, 100% des voix. Cette opération, le Parti communiste français le soutient. Les Verts de M. Madrol, les Verts de M. Gouvernatori le soutient. Et demain, à la plénière de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. Félizia, qui est le groupe de gauche qui s'est retiré à mon profit, a appelé au soutien des Jeux Olympiques avec un grand nombre de réserves. Chacun apporte des réserves environnementaux. Il ne vous a pas échappé que nous avons voté le premier budget vert d'Europe. 100% du budget est tourné directement vers l'environnement. Et que quand vous mélangez un peu les chiffres en ce qui concerne Sochi et Pékin, c'est 25 milliards Sochi. Pékin, c'est 30 milliards d'euros. Nous, c'est moins d'1,5 milliard. Nous, on a 97% des outils qui existent et qui sont là à disposition. Bon. Nous avons validé avec Laurent Wauquiez, qui est une alliance qui s'est faite en quelques semaines, en fait, la moitié des médailles. On aura la moitié des médailles dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un succès phénoménal. La totalité des chambres de commerce, la totalité des élus, la totalité des athlètes, la totalité des forces vives de la région nous soutiennent. Il y a une petite association qui fait du bruit. Bon, ben voilà. Alors, il n'y a pas que ça. En 2030, est-ce qu'il y aura de la neige? Alors, selon votre rapport, il y aura de la neige qu'en 2050. Mais il y a aussi tout l'impact, les canons à neige. Il y a aussi, quand on parle de ski et des JO d'hiver, il y a aussi un impact environnemental. Mais pour vous, ça sera des JO plutôt verts. Mais quand vous regardez Isola 2000, vous avez souvent du mal à y monter. Et il n'y a pas de canon à neige ou très peu. Je ne crois pas qu'il y en ait. Quand vous regardez Serre Chevalier ou Montgenèvre, il n'y a pas de canon à neige ou très peu. Et on peut y monter. Donc la réalité, c'est que nous avons fait avec le GIEC, d'ailleurs, ou leur correspondant, un état des lieux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur ce que nous avons comme neige. Les stations de basse altitude ou moyenne altitude, ils n'en auront plus. Voilà. Les stations qui sont dans l'altitude en auront. Mais c'est pas parce qu'il y aura des endroits où il n'y aura pas de neige que pour autant il n'y aura plus de neige nulle part. Et on suivra ce calendrier. Le 1er décembre dernier, il y a cette convention qui a été signée entre l'État et la région. Vous l'avez signée avec Clément Beaune. C'est le volet mobilité, 1,5 milliard pour les transports dans la région. Concrètement, il nous reste très peu de temps. Ça va servir à quoi ? Ça va servir à accélérer Marseille-Nice, avoir globalement le circuit des métropoles qui permet d'avoir un train tous les 20 minutes. Ça va permettre avec les Jeux Olympiques de mettre moins de 5 heures pour aller à Briançon. Ça va permettre d'attaquer le Fosse-Salon. Ça va permettre d'ouvrir les voies de bus. La ligne nouvelle notamment, non? Donc, c'est ça, voilà. Marseille-Nice. Marseille-Nice. Donc ça va servir on sera prêt pour quand? Pour 2030. Le contrat de plan État-région, c'est pas pour 2030, mais dans le contrat de plan État-région, c'est 2023-2027. Vous avez parallèlement à ça une loi d'exception qui va être signée, que j'ai demandé au président de la République pour accélérer les dispositifs qui sont en cours, comme ça existe à Paris, de façon à faciliter la tâche et être prêt en 2030. Et je pense que globalement, il y a surtout un truc à reconnaître, c'est que
tout ce qui est une partie de l'aménagement du territoire, sans les jeux, jamais on les aurait fait. Jamais. Financièrement? C'est surtout que l'État n'en veut pas. L'État, il se focalise sur la zone de fosse parce qu'il y a le grand port maritime, parce qu'il y a la réindustrialisation. Mais moi, c'est l'aménagement de mon territoire qui est important. C'est l'équilibre sur l'ensemble de ces territoires. Vous parlez du grand port maritime, il y a cet objectif avec ces escales zéro fumée. Oui. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'électrification des quais? On a commencé, hein, ce sont les on cargos, a commencé, les ferries, mais quand est-ce que ce sera du 100%? En 2028-2030. Voilà, sur la totalité des bateaux, croisière comprise. Enfin, si la mairie peut me donner les 10 millions qu'ils m'ont proposé, c'est pas mal, je le prends aussi, ça fera accélérer. Et l'aide promise par la mairie? Ils ont annoncé l'aide et elle n'est pas versée encore, c'est ça? Ça fait 1 an et demi, on attend. Peut-être que ça viendra à Noël. Sans ces 10 millions, c'est compliqué. Sans ces 10 millions, c'est compliqué de boucler le budget, de faire ces travaux. C'est-à-dire que plus on a des sous de l'Europe, de l'État, de la métropole, plus ça va vite. Plus on arrive à faire entrer dans les clous pour leur faire changer leur motorisation et leur énergie, MSC Croisière et ces gros monstres là-dessus, plus on arrive à électrifier, plus on gagne du temps, plus on avance, plus on freine et plus on fait des pétitions qui ne sont pas signées, on se retrouve avec une situation où on bloque. Et donc, moi, je suis un optimiste de combat, moi. En permanence, donc je ne suis pas négatif. Je pense qu'il y a des solutions à tout. On a trouvé des solutions sur l'eau, on a trouvé des solutions sur les feux de forêt, on a trouvé des solutions pour sécuriser nos lycées, on a trouvé des solutions pour sécuriser nos trains. Eh bien, on doit sécuriser notre air pur dans nos ports. Et on suivra ça avec vous. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Marseille Politique. Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette émission en partenariat avec le journal La Provence. Merci à toi Aurélien Virs, directeur de la rédaction de La Provence. Vous restez sur BFM Marseille Provence, à tout de suite.